Ok. Je vais partager mes diapos. Est-ce que vous pouvez me dire si vous les voyez? Oui, on les voit. Ok. Donc bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'une étude qui s'appelle Ganymede. Et je suis content de la présenter dans ce séminaire parce qu'en fait c'est une étude qui a impliqué un certain nombre d'équipes de l'IPLESP et des chercheurs et chercheuses qui travaillent dans ces Ça équipes. marche pas la prise. Donc, ah non, d'accord, c'est un micro qui est ouvert, pardon. C'est une étude qu'on a coordonnée avec l'ANRS, qui est financée et promue par l'ANRS, qu'on a construite maintenant il y a plusieurs années et dont les résultats viennent d'être publiés, en tout cas les résultats Princeps, puisqu'il y a plein de sous-études qui sont en cours. Dans les personnes qui ont vraiment construit l'étude dès le départ, il y avait Virginie Supervi, donc qui est désormais partie, mais qui appartenait à l'IPLESP. On a beaucoup travaillé avec Lambert et Lydie au CMG, et on a également travaillé avec Maria pour le versant concernant toutes les variables sociales dont on va reparler ensuite, et puis avec Sophie, avec laquelle on a pu faire une collaboration, notamment pour avoir des données issues de la FHDH et de la cohorte Cascade pour pouvoir faire les modélisations dont je vais vous parler. Enfin, moi, je n'ai pas fait les modélisations. C'est Andrés qui les a fait sous la supervision de Virginie. Euh, L'étude Ganymède, c'est une étude qui s'intéresse au parcours de vie des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et sur leur acquisition du VIH avant d'arriver en France ou après être arrivé en France. Et je vais vous expliquer pourquoi on s'est intéressé à cette sous-population. J'imagine évidemment que vous êtes un certain nombre à très bien connaître et peut-être même mieux que moi la situation épidémiologique sur le VIH en France. Je vous ai mis ici les dernières courbes qui ont été publiés par Santé publique France en 2023, donc sur les données qui vont jusqu'en 2022. Ce qu'il est intéressant de voir sur la courbe de gauche, c'est que on a un certain nombre de sous-populations, et il faut se souvenir que ces sous-populations n'étaient pas identifiées comme telles il y a encore quelques années. Sur cette courbe-là, on a une distinction entre les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger et les hommes hétérosexuels nés à l'étranger, ce qui encore l'année d'avant n'était pas le cas. On avait uniquement les personnes nées à l'étranger, hétérosexuelles, mais on n'avait pas une distinction entre hommes et femmes. Et puis, vous voyez que les HSH nés en France, qui est la courbe en rouge, et les HSH nés à l'étranger, qui est la courbe en orange, sont également deux courbes distinctes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc, de ce fait, on se rendait moins compte de l'ampleur du problème épidémiologique que posent certaines sous-populations. Donc, ce qui est intéressant là vraiment de voir au premier coup d'œil, c'est que la courbe en rouge descend très franchement. Donc, on a une tendance qui est évidente au nombre de nouvelles découvertes d'infections à VIH en France au cours du temps chez les HSH nés en France. Par contre, si vous regardez la courbe qui est en orange, vous voyez que ça croise les autres courbes dans l'autre sens et on a plutôt une augmentation, ce qu'on n'observe pas dans les autres sous-populations, même quand on arrive à s'affranchir de l'effet période Covid aux alentours de 2020, qui évidemment a rendu très compliqué l'interprétation de tout ça. Donc c'est une population à laquelle on s'intéresse énormément et sur laquelle il y a de plus en plus de travaux. Et on a des travaux maintenant qui commencent à dater un petit peu, mais qui ont été également réalisés dans l'équipe de Virginie à l'époque, qui nous montrent qu'il y a d'autres marqueurs épidémiologiques qui sont pas juste les nouvelles découvertes, mais qui sont aussi l'incidence du VIH estimée et la prévalence de l'infection non diagnostiquée, qui sont beaucoup plus inquiétants, beaucoup plus péjoratifs dans la population des HSH nés à l'étranger en comparaison aux HSH nés en France, et encore pire quand on les compare aux autres populations qui sont les femmes hétérosexuels nés en France, par exemple, ou nés en Afrique subsaharienne. On a une incidence du VIH et une prévalence de l'infection non diagnostiquée qui est pratiquement le double chez les HSH nés à l'étranger en comparaison de ceux qui sont nés en France. Ce que cette étude permet aussi de savoir, c'est la répartition géographique de ce poids de l'infection en fonction du marqueur qu'on regarde, et on se rend compte que 42% des infections à VIH non diagnostiqués sont concentrés en Île-de-France, alors que la population d'Île-de-France ne représente que moins de 20% de la population française totale. Et on estime que la moitié des HSH qui sont nés à l'étranger, qu'ils soient infectés ou non par le VIH, vivent en Île-de-France. Ça, c'est la raison pour laquelle on a décidé de concentrer notre étude, Ganymède, en Île-de-France et pas en France entière, pour des questions de faisabilité bien sûr, mais aussi parce que ça répondait à des considérations épidémiologiques. Le dernier marqueur important
conduit à la réalisation de cette étude, c'est la proportion des gens qui acquièrent le VIH après leur migration quand ils sont nés dans un autre pays que le pays dans lequel on étudie ce marqueur. C'est des données qu'on connaît depuis maintenant un moment. En France, ça a été étudié dans une population très majoritairement hétérosexuelle originaire d'Afrique subsaharienne dans le cadre d'une étude qui s'appelle Parcours, qui maintenant a une dizaine d'années. Mais dans les autres pays européens, pas en France, mais dans les autres pays, il y a des données qui sont plus récentes. Je vous ai mis ici l'exemple d'un papier qui est publié dans AIDS en 2017, des données qui sont issues de 9 pays européens, qui n'incluent donc pas la France, et qui permettent de voir que quand on estime que la proportion des gens qui acquièrent le VIH après leur migration dépasse les 50% globalement, on est plutôt aux alentours de 2 tiers. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grandes différences en fonction des zones d'origine des patients. C'est pas pareil quand on vient d'Afrique subsaharienne, quand on vient d'Amérique latine, par exemple. C'est plus faible ce taux d'acquisition post-migration quand on vient d'Afrique subsaharienne que quand on vient d'Amérique latine. Et on voit également que ce taux diffère en fonction du mode de transmission. Quand on s'intéresse au HSH, par définition ici né à l'étranger, on a des taux d'acquisition du VIH post-migration qui dépassent les 70% dans ces 9 pays d'Europe. Tout ça, au total, a fait qu'on a voulu s'intéresser, nous, à la situation française, puisqu'on n'avait pas de données dans cette sous-population, qui est donc la population aujourd'hui vraiment sur laquelle on se concentre beaucoup pour essayer d'adapter les politiques de santé publique. Et donc, on a monté cette étude en s'appuyant par ailleurs sur des données soit quantitatives, soit qualitatives, qui expliquent pourquoi la migration est une situation qui va engendrer des vulnérabilités qui se cumulent les unes avec les autres, de la précarité et une surexposition possible au VIH. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble de ces publications et tout ce que ça nous raconte. L'étude Parcours a été très riche d'enseignements sur ces différents aspects. Il y a aussi toute une littérature américaine, notamment qualitative, qui est extrêmement intéressante. Pour donner un exemple, il y a des travaux à New York qui ont extrêmement bien montré que quand on est gay, qu'on vient d'un pays dans lequel l'homosexualité ou la sexualité d'une manière générale est très réprimée, quand on arrive dans un pays dont on ne dispose pas des codes culturels, parfois dont on ne parle pas la langue, on va avoir des comportements sexuels qui sont pas du tout adaptés à une prévention correcte de l'infection à VIH et des IST en général. Et donc, ce parcours migratoire, à l'arrivée, ce dépaysement culturel et cette absence de code va faire qu'on va vraiment se surexposer et qu'il y a un grand risque de s'infecter rapidement quand on arrive dans un pays qui n'est pas le sien, surtout quand on est vulnérable et qu'on a des différents facteurs de précarité. Donc, l'étude Ganymède avait plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'était d'estimer la proportion d'acquisition du VIH après la migration dans une population d'HSH née dans d'autres pays que la France, qui sont aujourd'hui séropositifs pour le VIH par définition et qui sont suivis en Île-de-France, et de chercher des associations avec les facteurs de surexposition potentielle au VIH. On a voulu aussi estimer dans quel délai après l'arrivée en France survenait l'infection parmi les gens qui se sont infectés sur le territoire français. On a identifié les motivations de la migration dans la population, on a cherché les facteurs de vulnérabilité, on a regardé pas mal de choses, on s'est intéressé vraiment au parcours de vie, donc on a regardé la situation dans le pays d'origine pendant le parcours migratoire, à l'arrivée en France lors de la première année, et puis la situation actuelle de ces participants. Et le sixième objectif, c'est un objectif plus virologique, puisqu'on a récupéré les séquences virales des virus des participants à l'étude dans le but de les mettre toutes ensemble et de les comparer aux séquences des souches virales qui circulent en France, notamment en primo-infection, pour voir si par des méthodes d'analyse phylogénétique, on est capable de déterminer le taux d'acquisition du VIH post-migration par une méthode qui n'est pas une méthode de modélisation comme celle qu'on a utilisée ici, mais qui est plutôt une méthode de clusterisation phylogénétique. Je vous présenterai pas les résultats de ce travail parce qu'il est en cours. Sur le plan méthodologique, on a commencé par faire une enquête exploratoire avec Jean-Yves Le Tallec, qui est sociologue à Toulouse, qui a fait partie des gens qui ont conçu l'étude tout au début avec Virginie et moi, parce que on voulait
préciser la manière dont on allait construire le questionnaire. Il y avait vraiment deux buts. Le premier, c'était de faire émerger des problématiques auxquelles nous, on n'aurait pas pensé a priori, pour interroger les participants quantitativement via le questionnaire. Et puis, c'était aussi d'adapter le langage qu'on allait utiliser dans le questionnaire dans une population très particulière, parfois précaire, parfois avec des difficultés liées à l'utilisation de la langue. Et donc, on a adapté le vocabulaire qu'on a utilisé pour parler des traitements, de la maladie, de la sexualité. Et donc, ça a été extrêmement riche d'enseignements. Ensuite, on a construit un questionnaire qui allait devenir un auto-questionnaire qu'on a traduit en 5 langues. Donc, il y avait 6 langues disponibles au total: le français, l'espagnol, le portugais, l'anglais, l'arabe et le russe. C'est un questionnaire qui était relativement long. Il y avait à peu près 150 questions, dont 60 étaient conditionnées par les réponses aux questions d'avant. Il fallait compter à peu près 40 minutes pour remplir le questionnaire, et donc ça interrogeait tout le parcours de vie dont j'ai parlé juste avant. Et on a proposé cette étude dans 14 centres en Île-de-France à des hommes adultes cisgenres. On n'a pas inclus la population transgenre parce qu'à la NRS, au même moment, il y avait une étude qui s'intéressait à peu près aux mêmes items, et donc on n'a pas voulu que ce soit redondant à la demande de la NRS. Donc ces hommes adultes cisgenres devaient déclarer avoir des relations sexuelles avec des hommes. D'ailleurs, c'est un point de discussion sur les limites de l'étude. Vivre avec le VIH, être né dans un autre pays que la France. Et on collectait, en plus des données du questionnaire, des données cliniques et biologiques issues du dossier médical. Donc voici la population de l'étude. On a proposé l'étude à 1282 patients. 1159 ont accepté de participer, ce qui fait 90% de taux d'acceptation, ce qui est franchement remarquable pour ce genre d'étude. On a divisé ensuite la population entre participants arrivés en France avant l'âge de 15 ans, c'était 15% de la population, et on n'a pas proposé le questionnaire à cette sous-population, considérant que la vie de ces personnes ressemblait fortement à la vie de quelqu'un né en France, au moins sur le plan sexuel et l'intégration dans les possibles réseaux sexuels et la manière dont on construit sa sexualité. Et donc on a considéré que ces gens s'étaient forcément infectés sur le territoire français parce que n'ayant très probablement pas commencé leur vie sexuelle avant l'âge de 15 ans, et après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de transmission materno-fétale de l'infection dans cette population. Pour 85% des participants, ils étaient arrivés après l'âge de 15 ans et eux ont répondu au questionnaire, en tout cas 831 d'entre eux, ce qui faisait un taux de remplissage du questionnaire de 84%. Vous voyez que 90% des questionnaires ont été administrés en français, un peu moins de 10% en espagnol et en anglais, et les autres langues étaient franchement utilisées à la marge. Concernant la population de l'étude, les pays d'origine et les zones géographiques d'origine étaient très variés, ce qui est une grande différence quand on s'intéresse, par exemple, aux femmes nées à l'étranger dans nos files actives de patientes ayant le VIH, où cette population est écrasée par l'origine africaine subsaharienne. C'est pas du tout le cas ici. Vous voyez qu'il y a 30% des gens qui venaient d'Amérique latine, 20% qui venaient d'Asie, 15% d'Afrique subsaharienne et 3% d'Amérique du Nord. L'âge médian à l'arrivée en France, c'était 25 ans. Et ce qu'il est important de savoir et de se souvenir, c'est que le temps passé en France au moment de l'inclusion dans l'étude, et donc au moment de remplir le questionnaire, c'était 15 ans, avec un IQR qui est très large, 6,32, ce qui nous dit quand même qu'il y a un quart de la population qui était en France depuis plus de 30 ans au moment où il participe à l'étude. J'en viens au critère de jugement principal, qui était donc essayer de déterminer le monde à qui s'intéresser aux participants chez qui on avait la certitude de pouvoir conclure sur ce point, soit avec les données du questionnaire, soit avec les données du dossier médical. Donc on a commencé par identifier les gens chez qui on était sûr que l'acquisition du VIH s'était faite avant la migration. Il fallait avoir 2 critères parmi 3, et ces 3 critères, c'était avoir une année de diagnostic VIH rapportée antérieure à la date de l'arrivée en France, avoir un diagnostic VIH posé dans un autre pays que la France, et ou avoir une prescription de traitement antirétroviral avant l'arrivée en France. Eux, on a considéré qu'ils étaient infectés avant d'arriver en France. Après, on a cherché ceux chez qui on était sûr qu'ils étaient infectés en France. Donc, c'est des gens qui étaient soit avec une sérologie négative en France avant d'avoir une première sérologie positive. C'était des gens chez qui on avait déterminé
une primo-infection avec la définition biologique de la primo-infection en France, ou des gens qui n'avaient pas commencé leur vie sexuelle avant d'arriver en France. Une fois qu'on a regardé tout ça, on avait été capable, pour 56% des participants, de savoir s'ils étaient infectés avant ou après leur arrivée. Mais ça veut dire qu'il y a un peu plus de la moitié un peu moins de la moitié des gens chez qui on n'avait pas pu déterminer ce moment d'acquisition du VIH. Et donc là, on a eu recours à une autre méthode. Et je le rappelle, on a considéré donc que tous les gens arrivés avant l'âge de 15 ans en France s'étaient infectés en France. La méthode qu'on a utilisée pour déterminer le moment d'acquisition du VIH pour ceux chez qui on n'avait pas réussi à le faire, c'est ce qui a été utilisé dans l'étude Parcours. Donc l'étude Parcours avait utilisé une modélisation mathématique qui est basée sur la décroissance des CD4 au cours du temps, qui avait été mise en place par Virginie. Et puis là, on est 10 ans après. Donc Virginie a supervisé aussi ce travail et les modèles se sont beaucoup affinés depuis, mais globalement le principe reste le même. Quand on prend une population de patients qui ne sont pas traités, ce qui se faisait pendant de très nombreuses années, comme vous le savez, on attendait que les CD4 aient décliné en dessous d'un certain seuil pour traiter, on voyait décliner les CD4 au cours du temps en l'absence de traitement. Et donc quand on regarde à l'échelle populationnelle ce que ça fait, on a un nuage de points comme celui que vous pouvez voir ici, et on est capable, dans une population donnée, qu'on essaye de faire matcher avec la population de l'étude, donc ici plutôt des hommes avec une médiane d'âge qui correspond, on a une courbe de décroissance des CD4 au cours du temps, et quand on connaît pour un participant donné sa date d'arrivée en France, le niveau de ses CD4 au moment du diagnostic et la date du diagnostic, on est capable de replacer, c'est très schématique ce que je raconte, mais on est capable de replacer le participant sur cette courbe et donc de savoir s'il s'est plutôt infecté avant ou après l'arrivée en France avec un intervalle de confiance qui, évidemment, c'est une estimation, c'est pas une certitude. C'est ce qu'on a utilisé ici, et donc voici le résultat principal. Une fois qu'on a combiné les résultats de cette modélisation plus les résultats de ce qu'on avait déjà fait à partir des questionnaires et des dossiers médicaux, on a un chiffre de 61,7% de participants qui se sont infectés par le VIH après leur arrivée en France. Et vous voyez aussi sur ce graphique que cette proportion est très variable en fonction de la zone géographique d'origine. Au plus, on est à 85% pour les gens qui viennent du Maghreb, et au moins, on est en dessous de 50% à 40% pour les patients qui viennent d'Amérique du Sud. Pour plein de raisons hein, qu'on peut discuter, au niveau, pour les gens qui viennent du Maghreb, il est clair qu'il y a des raisons historiques qui expliquent que les gens sont arrivés en France très tôt dans leur vie, et donc c'est bien évidemment très compréhensible qu'on puisse s'infecter plus tôt en France. Et à l'inverse, les gens qui sont en Amérique latine arrivent très souvent, et ça on le voit dans la pratique avec leur infection. Sur cette figure qui est un petit peu plus compliquée, on voit la proportion des participants qui ont acquis le VIH après leur arrivée en France. C'est uniquement cette sous-population en fonction du délai passé en France et par région d'origine. En fait, là, on a estimé le délai d'acquisition du VIH en France pour les gens qui ont acquis l'infection en France. On voit au premier coup d'œil quelque chose d'assez logique, c'est que plus de temps on a passé en France, plus la proportion des gens s'infectent. En gros, ça veut dire que plus de temps on va passer en France, plus on est exposé à la probabilité de rencontrer le VIH, d'avoir une vie sexuelle, etc., de multiplier les partenaires, et donc c'est assez logique que ça augmente. Mais en revanche, on s'attendait pas à voir ce qu'on voit sur la première barre des histogrammes en bleu clair, c'est qu'il y a vraiment un décrochage, enfin inverse, avec une représentation de la proportion des gens qui s'infectent au cours de la première année. Ce rectangle bleu clair représente la première année, et donc c'est particulièrement visible si on regarde les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, où en fait on voit qu'il y a 25% des participants qui sont originaires de cette zone géographique qui vont s'infecter lors de la première année. Ensuite, il y a un décrochage, et puis après ça commence à réaugmenter dans le temps. C'est vrai pour la population totale, c'est vrai pour les patients qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique latine aussi, d'Amérique du Nord également. En revanche, on ne l'observe pas pour les gens qui sont d'autres pays européens. On ne l'observe pas non plus pour les gens d'Amérique du Nord, mais il y a tellement peu de patients qu'à mon avis, on ne peut pas en dire grand-chose. Et donc ce résultat nous a fait un peu changer la façon dont on a analysé ensuite les résultats, c'est-à-dire que comme on avait mis en évidence un surrisque d'acquisition du VIH au cours de la première année, on a regardé quels étaient les facteurs associés au fait de s'infecter très précocement au moment de l'arrivée en France. On a demandé aux gens quels étaient les facteurs qui avaient conduit à quitter leur pays.
Il y a deux choses qui nous ont surpris. La première, c'est que 35% des participants avaient quitté leur pays pour des raisons liées à l'orientation sexuelle. On pensait que ça serait moins. Et seulement 10% des gens avaient quitté leur pays pour des raisons de santé. Et dans ces raisons de santé, moins de la moitié des gens avaient quitté leur pays pour des raisons liées au VIH. Donc c'est vraiment pas du tout un motif de migration majoritaire, c'est même très très minoritaire. On leur a également demandé s'ils avaient quitté leur pays par choix volontaire, ou alors s'ils s'étaient vraiment sentis obligés de partir de leur pays. Et en fait, plus de la moitié des gens s'étaient sentis obligés de quitter leur pays pour différentes raisons. On a regardé la situation socio-économique à l'arrivée. Ce qu'on voit sur ces histogrammes, c'est que, il y a un quart de la population qui, lors de la première année passée en France, n'a aucun papier ou est demandeur d'asile mais n'a pas de situation régularisée. On voit que 8% de la population est soit sans domicile, soit hébergée dans des conditions précaires en foyer. On voit que plus d'un quart de la population n'a pas d'emploi lors de la première année et on voit également que 12% des participants n'avaient aucune couverture sociale pendant la première année et 16% pardon, étaient bénéficiaires de l'aide médicale d'État. À peu près la moitié de la population ne maîtrisait pas le français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, lors de la première année. Donc on voit quand même qu'il y a un niveau de précarité sociale dans cette population qui est très important. Et enfin, on s'est intéressé au comportement sexuel lors de la première année. Ce qu'on voit, c'est que le nombre de partenaires sexuels dans les 12 premiers mois est très variable, mais il y a quand même 18% des participants qui rapportaient plus de 10 partenaires sexuels lors de la première année passée en France. On a une immense majorité des gens qui n'utilisaient pas le préservatif lors de leur première année passée en France ou qui l'utilisaient de manière très occasionnelle. Et quand on regarde, quand on croise un peu ces deux variables, nombre de partenaires sexuels et rapport sans préservatif, malheureusement, c'est pas les gens qui ont le moins de rapports sexuels ou le moins de partenaires qui n'utilisent pas le préservatif, c'est même un peu plutôt l'inverse. Et puis enfin, on avait un mode de rencontre des partenaires qui était très varié, mais qui correspond à peu près à ce qu'on observe dans d'autres études qui concernent d'autres populations et pas seulement celles des HSH nés à l'étranger. Donc, avec tout ça, on a regardé quels étaient les facteurs justement associés à l'acquisition du VIH lors de la première année passée en France. C'est ce que vous voyez sur ce tableau qui récapitule cette analyse. Et c'est intéressant parce qu'il y a trois types de facteurs. Les premiers facteurs qui sortent, c'est des facteurs démographiques. L'âge à l'arrivée, en fait, plus on arrive âgé, entre guillemets, en France, plus on va s'infecter rapidement, ce qui est relativement logique, puisqu'on peut imaginer que des gens un peu plus âgés sont déjà engagés dans une sexualité plus riche que quelqu'un qui arrive très jeune. Et donc, il y a plus de chances de rencontrer rapidement l'infection quand on va avoir des rapports sexuels rapidement dès qu'on arrive. La région d'origine, il y a des régions qui sont plus ou moins associées au fait de s'infecter précocement. On l'avait vu sur les histogrammes. Donc l'Afrique subsaharienne est très associée. Vous voyez un autre ratio ajusté qui est quasiment à 10 en fait pour les participants originaires d'Afrique subsaharienne. C'est aussi le cas pour les participants qui sont originaires d'Asie. Le deuxième type de facteur qui sort de manière très claire, c'est la précarité sociale. Pour des raisons d'analyse, en fait, on ne pouvait pas mettre les différentes variables dans l'analyse multivariée parce que les gens qui étaient précaires sur un facteur l'étaient aussi pour d'autres. Donc les gens qui n'avaient pas de logement étaient aussi ceux qui travaillaient pas, ceux qui n'avaient pas de papier, ceux qui parlaient pas français, etc. Et donc en fait on a construit sur le conseil de Maria d'ailleurs un indicateur de, de précarité sociale qui cumulait ces différents facteurs, en tout cas ceux qui étaient très associés les uns avec les autres. Et cet indicateur, cet index de précarité sociale était très associé au fait de s'infecter rapidement en France quand on arrive en France. Et enfin, la troisième variable qui sort de manière très claire, c'est le nombre de partenaires sexuels lors de la première année. On va dire, c'est logique, mais encore fallait-il le démontrer. Et puis c'est important de se rappeler, parce que souvent dans ce genre d'études, on oublie un peu finalement que les comportements sexuels individuels sont probablement la chose la plus importante à prendre en compte. Bah, en fait, là, c'est bien ce qu'on retrouve. Donc voilà, en conclusion, on a montré que à peu près deux tiers des HSH nés à l'étranger qui vivent avec le VIH, qui sont suivis actuellement en Île-de-France, ont acquis le VIH après leur arrivée en France, qu'il y a une proportion significative des gens qui acquièrent le VIH rapidement quand ils arrivent en France, qu'il y a une forte proportion de cette population qui est socialement précaire, qu'il y a un tiers de la population qui avait quitté leur pays d'origine pour des questions liées à l'orientation sexuelle, et donc on imagine bien que ça va avoir un impact ensuite sur ce qui va se passer.
Et on a vu qu'il y avait des facteurs qui étaient associés au fait de s'infecter rapidement. Et donc, ces données sont importantes parce que sur le plan de santé publique, on a très envie de se concentrer sur cette population, mais on voit que c'est une population qui est très hétérogène et qu'en fait, il faut vraiment qu'on cible des choses plus finement et qu'on arrive surtout à agir extrêmement rapidement, puisqu'on voit qu'en fait, pour pas mal de gens, ça se joue très très vite à l'arrivée et qu'on peut pas se permettre d'attendre 5 ans, puisqu'en fait, au bout de 5 ans, il y a déjà un grand nombre une grande proportion de la population qui a malheureusement acquis le VIH. L'article de cette étude est publié, donc si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails, vous pouvez évidemment tout à fait y avoir accès. Et voilà, je remercie tous les gens qui ont participé à cette étude, les participants, les médecins, et puis vous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Romain, pour cet exposé très clair et très didactique. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Alors, j'en ai quelques-unes. Moi, la première, c'est sur le lieu de sélection, le lieu de recrutement. Quel protocole d'échantillonnage vous avez utilisé? Comment vous garantissez d'une certaine manière une certaine forme de représentativité par rapport à la population cible dans votre échantillon sélectionné? En fait, la consigne qui était donnée, c'était vraiment d'être consécutif. Il fallait vraiment inclure tout, le proposer à tout le monde sur la période d'étude. Et les personnes étaient recrutées, j'ai peut-être pas capté, ils étaient recrutés dans quel type de... Alors, oui, pardon, ils étaient recrutés dans les services de soins, donc de prise en charge du VIH, en consultation par leur médecin référent. Donc, en fait, il y avait une identification a priori des équipes de recherche sur les listings des patients qui allaient correspondre, qui étaient éligibles en fait du fait des critères d'inclusion, et leurs médecins leur proposaient en consultation l'étude. Soit le patient refusait, soit le patient acceptait, et donc en fait ça nous a permis de savoir à peu près la proportion des gens qui avaient refusé, en tout cas dans la déclaration des centres. Pour finir sur ce point, on a quand même recueilli pour les refus, les non-inclus, le pays de naissance et l'âge pour pouvoir s'assurer qu'il n'y avait pas une énorme différence. Et en fait, il n'y avait pas, justement, globalement, il y avait pas, on n'a pas eu besoin d'ajuster les analyses sur ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence significative entre la population des non-inclus et la population des inclus. Ok, merci. Donc, j'ai une autre question, mais il y en a deux qui viennent d'être posées sur le chat. Donc, la première qui est de Aliou Baldé sur est-ce que ces personnes avaient accès à la PrEP? Alors, en fait, la PrEP en France, ça commence en 2016. Je vous l'ai dit, hein, les gens au moment de l'étude étaient en France depuis relativement longtemps, parfois depuis plus de 30 ans, donc clairement dans des moments où il n'y avait pas du tout d'accès à la PrEP. Il y a finalement une proportion assez minoritaire de gens qui sont arrivés en France après 2016. Pour cette sous-population, il y a un volet du questionnaire qui s'intéresse justement aux opportunités manquées de PrEP et aussi aux opportunités manquées de dépistage, puisqu'on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui ont consulté dans des milieux de soins, qui auraient pu bénéficier de stratégies préventives dont la PrEP et qui n'y ont pas eu accès. Donc là, c'est des données qui sont en cours d'analyse et que j'ai pas présentées ici. Voilà. Et puis une question de Pierre-Yves Boel sur le travail qu'a mené Santé publique France sur la réestimation du nombre de personnes vivant avec le VIH. Est-ce que ces données ont été intégrées dans cette réestimation? Car le travail montre de Santé publique France que si on ignore les infections à l'étranger, on surestime la dynamique en France. Alors, Si c'est intégré? non. Est-ce que ces données ont été utilisées? Voilà. Alors, en fait, donc, l'étude est antérieure au travail de Santé publique France, qui effectivement, là, dans le dernier rapport sur les infections à VIH en France, a intégré ce marqueur. Et en fait, j'imagine, en tout cas, nous, c'était un peu notre plaidoyer, que ça devienne un marqueur de description de l'épidémie qui, année après année, soit recalculé, comme c'est calculé pour l'incidence, la prévalence de l'infection non diagnostiquée. Donc, c'est la première année que je vois dans les données de Santé publique France, effectivement, cette publication. Ils ont repris leurs données et justement, eux, l'avantage, c'est que c'est pas juste les HSH nés à l'étranger, c'est toute la population. Donc, ça permet aussi de faire des différences en fonction du mode de transmission. Et donc là, ils commencent à le faire. Ils citent l'article dans la discussion de ce qu'ils ont fait eux, mais ça n'intègre pas les données de Ganymède. Ils ont refait des calculs à partir de leurs propres données, qui sont des données nationales et qui sont pas les données d'Île-de-France. Merci. Donc peut-être une dernière question.
alors, qui n'est pas sur le chat, mais moi je me posais la question du moment de l'acquisition du VIH, de l'infection, et du moment de la prise en charge, et finalement, et donc de la découverte potentiellement de l'infection. Comment est-ce que ça a été traité au niveau des analyses? Parce qu'on imagine bien que les infections survenues très précocement, ce sont celles aussi qui ont eu accès à un diagnostic précoce, d'une certaine manière. Et donc, voilà, j'avais un petit peu de difficulté à faire la distinction entre les deux. Bah, on a à peu près un quart des infections qui sont diagnostiquées à un stade tardif. Ça, on le sait parce que les gens arrivent avec des CD4 très bas ou des événements qui classent SIDA. Donc ça, on sait que les infections sont déjà probablement, enfin, évoluent depuis longtemps. Et là, on a un travail justement un peu complémentaire qui essaye d'estimer le délai entre le moment du diagnostic et le moment supposé de l'infection. On n'a pas regardé précisément ça parce que en fait, le papier était déjà extrêmement lourd et donc à un moment, on était obligé de virer des trucs. Mais on a ça parce que comme on a estimé la date d'infection et qu'on connaît la date du diagnostic, C'était le on est sens de ma capable. question, mais je me suis mal exprimé. D'ailleurs, ça rejoint aussi la question que posait Gilles sur les infections tardives, et pour laquelle tu viens de faire un commentaire. En tout cas, c'est une superbe étude et bravo à vous. Donc, merci Romain. Donc, Merci on beaucoup. va passer la parole à l'intervenant suivant. Euh, donc, c'est l'équipe Nemesis qui présente. Donc c'est Dan Zhu qui va faire un topo sur les associations entre les contacts sociaux, la symptomatologie dépressive. Et alors, je dois dire qu'on va tous apprendre ce que c'est qu'une GPS and Ecological Momentary Assessment Based Study. Voilà, Dan, je ne sais pas si... Hello. OK, Okay, hello. bonjour. Can you hear me? Would you? Yes, we Can hear you you. hear Yes, me? Okay, let me share the my floor is screen. yours. You can share your screen. Yeah. Et je précise que Uh, Dan est uh, connecté depuis la Chine, donc on espère que la connexion va bien passer. Voilà. Merci Dan. okay, can you see my screen? We see your slides, but it's not in Uh, presentation mode. oh, how about now? Can you see my slides? Yes, that's good. Uh, okay, thank you. Hello everyone. I'm so happy to join the seminar. And I'm Dan Zhou, a visiting PhD student from China. I have been working with Baziler and his team for the 10 months prior to October. Now I'm in China. And today I will share our research on how social contexts affect depressive symptomatology in older adults. We use the data from GPS tracking and ecological momentary assessment. Let's start with some background. Depression is more common than we think. Over 10% of people worldwide experience depression, which contribute to 4% of global GDP burden. Um, and at the same time, us usually face kinds of challenges, like losing spouse and declining health, a lack of purpose in their life after retirement. Another big picture is that we are living an aging world. By 2030, there will be 1.4 billion older adults in our world. So it's really important for us to understand how to improve mental health of older adults. According to previous studies, social networks play a key role in mental health. People who have diverse and large social network tend to have better mental health. And the people who experience depression usually have small and uniform social network. This is because social network can provide kind of support, including emotional, practical, and informational support. And the limited social interaction can make people feel isolation, loneliness, and which can increase depressive symptoms. Recently, researchers focus more on momentary association between social interaction and mood. This is because momentary association is easy to measure and it's really helpful for us to design better interventions. Ecological momentary assessment, which refer to EMA, is a very useful method in measuring
momentary association. Let me give an example, show how EMA method works. This is a timeline of a participant. At the left, you have 9 a.m. in the morning. As time passes on, move up to right, 9 p.m. in the evening. Throughout the whole day, the participant is supposed to do kinds of activities in different locations. And we will send the EMA survey to the participant in random times. Every time when the participant get a survey, they have to answer questions right away. The questions ask about their emotion, social contacts. Using this method, we obtain a real-time snapshot of how they are feeling and what they're doing. Based on this EMA method, there are some primary findings and in current studies. The first finding shows that emotional status is associated with social interactions reported in the most recent survey. However, in this study, social context and emotions were both collected with EMA. That means some social interactions cannot captured by EMA surveys. Using this way, we don't know how this social interaction, which can captured by EMA surveys, how do they affect emotions, and we also don't know how long their effect lasts. The second finding is about type of social contacts. The study shows that interactions with families and friends are associated with positive emotions. But we don't know weak ties like colleagues and acquaintances. How do they influence emotion? And does the number and duration of interactions change the outcome? A very recent study highlighted the importance of context. The study shows social interactions that happen when people are relaxing are usually linked to better well-being than those are happen during work or study. As context matters, when we are looking about how social context affect the emotion, we should also think about the context factors like concurrent activities and micro environments in our model. So to fill this gap, we track all social interactions over several days, and we also link EM data with GPS tracking to consider both activities and micro environment. So we can this can help us examine how time-varying social contexts are associated with momentary depressive symptomatology while considering these factors. We also propose 3 hypotheses to guide our research. The first hypothesis is that we think older adults who spend time with social contacts will report lower momentary depressive symptoms, both immediately and in subsequent hours. The second hypothesis is that we think the duration of time spent with social contacts can influence momentary depressive symptoms. The third hypothesis is that we think the number and the type of social contacts can affect momentary depressive symptoms. To test our hypothesis, we use data from 216 older adults living in Paris. Most of the participants were male and retired. And this data had higher education levels than the general population in Paris. For each participant, we collected data over 7 days, and the depression items was measured 4 times a day. And every participant wore GPS devices to recording their movements, including where they went and how they traveled. And every participant also reported their social contact records for all locations and all trips. Now let me explain the model we used in this study. The outcomes we're looking at is depressive symptoms. We used 8 items from the depression scale, and each response item numbered 0, 1, 2, 3. 0 means momentarily not depressed. 3 means momentarily depressed. And the model used in our study is Bayesian generalized mixed effect linear model. As we said before, we have a total of I will have a total of more than 9,000 items in our model, and as the items were measured 4 times a day, so items listed within days, and also listed within 216 participants.
because the data has a multi-level structure, so we include the random effects to model at the participant day level and at the model at the participant level. For the fixed effects, we included the social contact predictors and other covariates. Now I'm going to introduce the three social contact predictors. The first predictor is elapsed time since the end of last social contact. Here is an example to explain these predictors. The time passes from bottom to the top, and if the participant answer a survey at 7 p.m. and their last social interaction ended at 2 p.m., so the elapsed time is just 5 hours. And the second predictor is duration of time spent with social contacts. It's just the total time a participant spends with social contacts. So here the example, this duration is just 1 hour from 1 p.m. to p.m. And we also consider number and the types of social contacts. The number is just a number, and for type of social contacts, we consider number of friends, family, colleagues, and acquaintances. We also count for some covariates, like environmental exposure, including noisy, green, water elements, and the cultural and commercial attractors. We also consider concurrent activities, previous depression status, and the kinds of demographic factors. The next part is about the analysis result. Firstly, I would like to show you the model result of a baseline model. In the baseline model, we only include covariates. And firstly, look at the temporal autoregression. The coefficient is 0.07, which means response closure in time are weakly correlated. And for the random effects, the point estimate is 10.33 for participant level and 0.14 for participant day level. This means we can observe difference in depressive symptoms among participants and across observation days. For fixed effects, the point estimates of water elements is negative. This means that when older adults spending time near a river or lake, their depressive symptoms can be reduced. Regarding the activity and travel types, when older adults engage in leisure activities and activity mobility like walking or cycling, their depressive symptoms can be reduced. Now I'm going to introduce the first primary finding in our study. We used several models to compare how recent social contacts and earlier social contacts affect their depressive symptoms. In all models, we can see there is a category of 0 hour. The 0 hour means that social contact occurred immediately during the EMA survey, and another category is 0 to n hours. 0 to n hours means that social contacts have already ended within the last n hours prior to the EMA survey. And the reference category means that social contacts have already ended before n hours ago. We can observe that the point estimates for 0 hour in every model is negative. So we call this as immediate effect. That means social contacts which happened during the EMA survey was linked to lower depressive symptoms. And we can also look at this, the point estimates for another category. When even the social contacts have already ended before the EMA survey, and the point estimates is still negative. That means even social contacts have already ended. It still can reduce the depression level of the participants. We call this as carryover effect. And the second finding is about the duration of time spent with social contacts. We also use several models to explore the association.
And we can say the duration is ranged across models. In model 6, the duration is 1 hour, 2 hours. And in model 9, the duration is as high as 8 hours. Interestingly, the point estimate is very similar. So this means duration shows no dose response effect. Longer duration, such as the 8 hours, can only uh, was only associated with a slightly greater reduction in depression compared to 2 hours. The third result is about the number and types of social contacts. We focus on number of social contacts firstly. Um, in this slide, we show the result of about when older adults spending time with one person and with more than one person. Um, the result shows that when older adults spending time with more than one person, the point estimate is higher. So that means older adults reported lower levels of depression when spending time with multiple social contacts compared to just one. According to the results in last slide, we want to ask about what about when older adults spending time with more than two person. So we include another model to test our questions. Uh, we can look at the when the older adults spending time with one person or two person, um, the depressive symptoms will be lower. But when the older adults spend time with more than two person, it's not associated. And we also consider the different types of social contacts. The result is very interesting. For core relationships like family and friends, spending time with one or two family members or one or two friends was linked to lower depressive symptoms. But for weak ties like colleagues and acquaintances, time spent with them showed no association with lower depressive symptoms. Now I'm going to summarize our findings and provide some implication and explanation. The first finding is the immediate and carryover effect. We find that social interaction can reduce depression immediately and for several hours afterward. And the implication is that we think we should, in future studies, we should explore which social contexts have the longest lasting effects. For example, will family have the longer lasting effects more than friends? And the second finding is that duration with social context shows no dose response effect. Uh, the explanation is that older adults usually have limited energy, and we think longer social interactions could cost more energy. So older adults may be tired, and this can reduce their positive impact. The second finding is about the number and the types of social contacts. Our finding shows that interaction with one or two people, particularly family and friends, are most effective. Weak ties like acquaintances and colleagues show little impact. So the implication is we think that close relationships play a key role in reducing depressive symptoms. So we can encourage older adults to have more social contact with close relationships. And in future research, we should consider how type of family, like extended family, and how other social activity types affect the outcomes to design better interventions. Okay, that's all. Thank you. Thank you very much, Dan, for this nice presentation. So the room is open for discussion. There is no question yet on the chat, but my main question was about how did you control for reverse causality? You know, if you are in a mood disorders, depressive mood, I may suspect that you will decrease your number of contacts with other people, and so it's very hard, I think, to distinguish between
how social contacts affect mood and how mood can affect social contact. So how do you manage the fact that there might be some very complicated interplay between the mood, the depression mood, and the fact to have social contacts. Uh, s- do you mean that our mood can also affect social contacts? Exactly. Um, Actually, we have included a variable, which is the previous depressive symptoms to control their mood, Yes, to but control them. it was not so clear that if you feel Uh, depressed, I may suspect that you will not be very may- enthusiastic to see other people. And so oh, I think it's very difficult to distinguish between how social contacts affect the mood and how the mood affects social contact. So how do you manage that? I know Vas-y, on what you t'entend mean. pas, hein. Uh, Let me. Can Dan, you if you say like, my? I can also help a bit in the answer. Um, Uh, okay. Uh, yeah, also, but you can continue afterwards. And Fabrice, I would like to mention that you made the same comment when Giovanna made a presentation some months ago on another topic. But I'm obsessed with yeah, reverse causality. yeah, exactly. Yeah. And Okay. impact of environment on mood. And based on your comment, we modified the work with Giovanna, and we incorporated, as Dan has just said, like an information on mood in the previous hours. So presumably in our case, we control for mood in the previous hour as a way to tackle reverse causality. Okay, And so it's it's not because perfect, of course, but there is an attempt through modeling to address reverse causation with okay. through adjustment. Thank you. And because it was maybe I missed something else. It was not so clear that what was the response variable. It was depressed mood 1, 0. It was a CSD score. How was it coded? Dan, you want to answer? Oh, okay. The response variable, the response variable is okay. Is the answer to No, to what was I would say explained Yeah. variable? Yeah. How was it coded? Mood disorders. It was binary variable. It was a ordinal variable. It was a quantitative variable. What kind of model did you use? it's I think it's an ordinary variable. It's just one 0, 1, 2, 3. Okay, Yeah, okay, I can further explain. We have 8 items, right? 8 items, and actually we don't build a score with the items, but it's really a Rasch modeling, random effect modeling. So we model the effects at the item level. So we have one line per item in the data set, and so each item is coded from 1 to 4. And well, really disconnect to a question of Pierre above, saying what 0.05 in a depression scale represents. So you're right, Pierre, it does not represent a lot, but well, it's of course it's average effects, and also it's average effects at the item scale on the item scale. So it means that you have some items that are very severe, like serious depression symptoms, while other items are less severe. So this 0.10, for example, is an average over all these different items with different severity and so on. Yeah. okay. And there was also another question from Pierre, but it seems that we don't have access to all questions raised by Pierre, but about contact with spouse, with people who are married. Mm, I don't know.
The effective number of contact is not the same in those More married contact with Yeah, friends at and in least. those who are not married or so unmated. yeah, that's Uh, yeah. Yeah, I think this question is a very important question. By the way, we haven't distinguished these two situations in our model. But we have also controlled the effect of marital status. Um, yeah, maybe there are more social contacts for the people who married. Mm. We hope And so. indeed, yes, we investigated the impact of family, and it's true that we did not distinguish between family and spouse. So that's a very relevant comment, as is the final one of Pierre-Yves suggesting to investigate interactions with a partner. So that's very relevant. Mm. And yeah, yeah. The And, text and okay, take into account the date. yeah, exactly. Oh, The question yes. from Pierre Chauvin, you want to answer, Dan? Yeah. Did you take Oh, into account yeah. daytime? I haven't taken into account the data. Yeah, We maybe control for it. We control for it, Dan. we really I think how we to control for it. uh how to control daytime. I mean, remember I control the season and the weekday. It's weekends or weekdays. Okay, so we Uh, need to control. Pierre is right, and I guess we discussed it. You need to control whether the questionnaire was answered in the morning, at morning. noon, in the afternoon. Yeah, You know, yeah. I think we should do that. Yeah, that's should right. do that definitely. Yeah. Mm, Thank you, Pierre. mm. Yeah. Et vu qu'il nous reste, there are only 3 minutes. Yes, I want to re-emphasize what Dan said. It's really a very nuanced analysis of the impact of social networks. So we find that there is a beneficial effect of social contact really close in time. Also, there is some beneficial effect when the social contact was a bit earlier in the day, few days ago. We find that duration of social contact has no clear impact. And then we also find really relatively complex patterns according to the type of social contacts. So beneficial effects for friends and families, less beneficial effect for what Dan called the weak ties, which are, for example, work colleagues and so on. And in addition, on top of that, we found also some complex pattern with the number of social contacts. So really, contact with like two people, one or two people. There is a dose response effect. Two is better than one, but when you are in contact with more than two people, especially like we see that for family members, like large group of family members, then well, we don't see any beneficial effect on the mood of our people. So that's quite nuanced overall. Yeah. Okay, thank you, Fabiola. Okay, thank you very much. Thank you. No more question. Thank you, Dan, and thank you for Thank you. connecting and joining us. I Yeah, don't know thank what time you. is Thank it you in so much. China, but Thank you, Dan. so we move Thank to you. the next presentation. Thank you very much. Et donc, c'est les présentations de l'équipe Pépite avec Ophélie Pinjon et Devan Rajendra Boz, pardon. Donc, deux topos. Euh, Euh, bonjour à tous. Juste pour introduire un tout petit peu les deux présentations par Ophélie et Devanès. En fait, ce sont deux présentations sur des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de leur stage de M2. Voilà pourquoi on a décidé de faire deux présentations assez courtes. Voilà. Très bien, merci. Ophélie, donc tu démarres. Oui, je vais partager mon écran, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous le voyez bien en mode présentation? Pas pour l'instant, mais voilà, c'est bon. Là, c'est bon? Ok, super.
Donc bonjour à tous. Donc comme vous l'a dit Agnès, je vais vous présenter les résultats de ma recherche de master qui portait sur la sécurité des thérapies avancées dans les maladies inflammatoires à médiation immunitaire pendant la grossesse, en excluant les anti-TNF-alpha. Et j'ai réalisé ce travail sous la forme d'une revue systématique et méta-analyse. Donc les maladies inflammatoires à médiation immunitaire sont des affections chroniques qui vont être liées à un dysfonctionnement du système immunitaire et une inflammation des tissus. Et comme maladies les plus reconnues, on a donc la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique ou encore le psoriasis. Ces maladies sont quand même assez présentes dans la population puisqu'elles représentent une prévalence de 5 à 7 avec un pic d'incidence entre 15 et 40 ans qui correspond donc à l'âge où les femmes sont en âge de procréer. Et sur ces dernières années, on voit une augmentation donc, de l'incidence et de la prévalence de ces maladies, ce qui en fait un enjeu global de santé. Au niveau des symptômes, c'est des symptômes qui malheureusement sont nombreux et qui vont avoir un très grand impact sur la qualité de vie des malades. Il existe bien évidemment des traitements contre ces maladies, mais ils sont seulement suspensifs et c'est des traitements qui sont assez communs aux différentes maladies. C'est des traitements qui se prennent sur le long terme. Il existe bien évidemment des thérapies classiques, mais également des biothérapies. Donc, on a les anti-TNF-alpha, donc la sécurité d'usage pendant la grossesse est déjà bien documentée, mais également des traitements avancés qui ont été mis récemment sur le marché. Donc, il y a des agents biologiques d'une part et des inhibiteurs de Janus kinase de l'autre part. En ce qui concerne justement la prise de ces traitements lors de la grossesse, on a une balance bénéfice-risque qui est assez spécifique, car le traitement, on peut l'imaginer, enfin en tout cas c'est les hypothèses qu'il peut y avoir des effets sur la grossesse, donc ce serait tentant de l'arrêter, mais d'un autre côté, un arrêt du traitement pourrait amener une poussée de la maladie qui pourrait également avoir un effet sur la grossesse. L'objectif général donc, de cette étude, c'était d'évaluer la sécurité d'usage des thérapies avancées lors de la grossesse, donc pour le traitement des IMID. Pour cela, on a plusieurs objectifs. Donc déjà, un objectif principal qui était de décrire chez les femmes enceintes d'atteintes d'IMID exposées à des thérapies avancées hors les anti-TNF-alpha, la prévalence d'issues de grossesse et de caractéristiques néonatales, que ce soit pour l'instant en fonction de la classe médicamenteuse. Et en objectif secondaire, on a notamment de regarder l'association entre l'exposition à des thérapies avancées, les issues de grossesse et les caractéristiques néonatales, pardon, par rapport à un groupe qui n'a pas été exposé par ces thérapies, donc pour chaque classe médicamenteuse et ensuite pour chaque médicament. Nous avons donc décidé d'inclure comme population les femmes atteintes des IMID suivantes, donc maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, arthrite psoriasique, psoriasis et dermatite atopique, qui ont été traitées, ou en tout cas qu'il y a eu une exposition pendant la grossesse à des thérapies avancées, donc des agents biologiques hors anti-TNF-alpha et des inhibiteurs de Janus kinase. Et comme critère de jugement, nous avions donc trois blocs. Un bloc lié à la grossesse, donc les malformations congénitales majeures en l'occurrence, ou encore les interruptions médicales de grossesse. Également des critères liés à la naissance, comme la prématurité ou le faible poids pour la gestationnelle, et des critères néonataux, donc les infections et les morts néonatales. Et nous avons également décidé d'inclure tous les types d'études dans notre méta-analyse. En ce qui concerne la recherche de ces études, on a donc cherché sur Medline, Embase, Central, ICTRP et clinicaltrials.gov avec une date de dernière mise à jour de la recherche au 27 novembre. On a également regardé trois bases de données spécialisées dans la prise de médicaments pendant la grossesse, donc Reprotox, Teris et Shepard, les abstracts de 11 congrès sur les 5 dernières années, les références, donc des revues thématiques et méta-analyses précédentes et des articles déjà inclus. Et au vu de la diversité des pathologies incluses, nous avons demandé l'avis de 7 experts sur le sujet. En ce qui concerne l'évaluation du risque de biais des études incluses, on va donc utiliser le ROB2 de la Cochrane pour les essais contrôlés randomisés, ainsi que le ROBINS-I, toujours de la Cochrane, pour les cohortes et les séries de cas, pour lesquels on a eu une liste préétablie de facteurs de confusion à prendre en compte. Évidemment, tous ces travaux ont été réalisés en double et de manière indépendante. En ce qui concerne donc la synthèse de nos résultats, on a effectué plusieurs méta-analyses avec des modèles à effet aléatoire et à effet fixe. Tout d'abord sur des données de prévalence avec des transformations double arc sinus pour stabiliser les variances et également des méta-analyses d'odds ratio avec les odds ratio ajustés quand c'était possible. On a ensuite bien évidemment regardé l'hétérogénéité de toutes ces méta-analyses par les forest plots, les tests d'hétérogénéité et les I-carrés. On a ensuite fait des analyses en sous-groupes, que ce soit sur le risque de biais, le type d'étude ou le type de population contrôle, et enfin une analyse de sensibilité s'il y avait un traitement comparateur différent. On a ensuite regardé le small study effect, donc par des funnel plots tout d'abord, puis par les tests d'Egger, et ensuite on a fait une gradation du niveau de preuve avec grade. Je vais maintenant donc passer aux résultats.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a identifié environ 26 500 références par les bases de données et registres et 77 références donc, par d'autres méthodes. Après lecture des titres et abstracts, on a quand même pu enlever près de 14 000 études qui ne correspondaient pas à ce que l'on voulait étudier, ce qui nous a donné environ 100 études d'un côté et 70 de l'autre pour lecture du texte complet, sur lesquelles nous avons évidemment exclu beaucoup de celles-ci. Et donc, à la fin, on arrive à 50 études incluses dans notre revue thématique méta-analyse, dont 8 cohortes, 11 séries de cas et 41 cas cliniques, pour un total de 2168 patientes. Et il est important de voir quand même qu'on n'a pas d'essais contrôlés randomisés sur le sujet. Ici, je vous présente donc le nombre d'études qui portent sur l'usage de chaque thérapie pendant la grossesse, sachant qu'une étude peut bien évidemment porter sur plusieurs thérapies. Donc déjà, en ce qui concerne les cohortes et les séries de cas, on a une grande majorité d'ustekinumab et de vedolizumab, avec un petit peu de tofacitinib, secukinumab, upadacitinib et tocilizumab. Et en ce qui concerne les cas cliniques, toujours une majorité d'ustekinumab, avec également un petit peu de tofacitinib, secukinumab et vedolizumab. Ce qu'il est également important de noter, c'est que nous avions décidé d'inclure 18 thérapies dans notre étude et qu'on a quand même 9 sur 18, donc la moitié, qui ne sont retrouvées dans aucune étude. Ici, donc, je vous présente le risque de biais des études pour les facteurs de confusion liés aux critères prématurité. Donc, les 7 premières lignes de ce tableau considèrent les cohortes. Comme on le voit, la grande majorité des cohortes a un risque de biais critique qui est majoritairement influencé par le biais lié aux facteurs de confusion, car il faut savoir que les études sur le sujet ne prennent pas ou alors très peu en compte les facteurs de confusion dans leurs études. Et les études qui sont juste en dessous, pour lesquelles il n'y a pas de biais lié aux facteurs de confusion, sont donc les séries de cas, pour lesquelles on a quand même majoritairement des risques de biais modérés qui sont liés à la classification de l'intervention. Malheureusement, avec le temps qui m'est imparti, je n'ai pas le temps de vous présenter tous mes résultats. Donc, je vais vous présenter ici seulement les résultats pour les malformations congénitales majeures. Donc, ici, on a la prévalence de ces malformations après une exposition au traitement biologique. On obtient donc une prévalence combinée à 0,76%, avec un intervalle de confiance à 95% entre 0,07 et 1,9%, et une hétérogénéité assez moyenne qui est à 31%. Ici, donc, je vous présente l'association entre l'exposition au traitement biologique et aux malformations, comparée à un groupe de femmes malades traitées par anti-TNF. On obtient un odds ratio de 1,65 qui n'est pas significatif et une hétérogénéité qui est quand même à 25%. Et enfin, je vous présente donc la prévalence toujours de ces malformations après une exposition, cette fois-ci au traitement anti-Janus kinase. Donc avec, comme vous le voyez, beaucoup moins d'études, on obtient une prévalence combinée de 1,21% avec un intervalle de confiance assez large entre 0,04 et 3,4% environ. Par contre, une hétérogénéité qui montre un I carré à 0%. Donc, comme je vous l'ai dit, on a inclus 50 études, ce qui faisait environ 2168 patientes. On a ensuite comparé toutes les prévalences que l'on a trouvées à celles en population générale de femmes qui n'étaient pas malades et donc pas traitées. Pour la grande majorité de nos critères de jugement, comme vous pouvez le voir ici, on a des prévalences qui sont relativement proches de celles en population générale. Donc, je vous ai montré les malformations congénitales majeures, mais on voit également que, par exemple, pour les fausses couches, la prématurité ou encore le faible poids pour la gestationnelle, on est pareil, proche de la population générale. Par contre, en ce qui concerne les naissances vivantes, donc pour les femmes qui ont été exposées à des traitements biologiques, il n'y a pas de souci, vu qu'on obtient une prévalence d'environ 92%, avec un intervalle entre 72,7 et 89,7%, et la population générale est à 70%. Par contre, pour les grossesses où il y a une exposition aux anti-Janus kinase, on obtient une prévalence combinée de 53,37%, avec un intervalle de confiance entre 46,5 et 60,1%. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à expliquer le pourquoi du comment il y avait moins de naissances vivantes dans ce groupe, sachant que les chiffres pour les fausses couches ou les pertes de grossesse en général sont proches de la population générale. En ce qui concerne les mesures d'association, on n'a pas mis en évidence de risques accrus d'issues défavorables de grossesse ou de conséquences néonatales après l'exposition à des thérapies avancées par rapport aux groupes anti-TNF-alpha. En ce qui concerne les points forts de notre étude, donc on a une méthodologie suivant les recommandations Cochrane avec une recherche bibliographique exhaustive. Il faut savoir qu'également on a une stabilité des résultats, que ce soit dans les analyses en sous-groupe ou les analyses de sensibilité, et des résultats qui sont assez cohérents avec les précédentes revues thématiques méta-analyses. Mais il faut savoir que celle-ci portait uniquement sur les Mickey et sur ustekinumab, vedolizumab comme traitement. Mais il y a également des points faibles. Donc, on a un faible niveau de preuve dû au type d'études, donc seulement observationnel et leur qualité. On a beaucoup de méta-analyses avec quand même une forte hétérogénéité qu'on n'a pas réussi à expliquer et on n'a pas pu inclure bien évidemment toutes les IMID et tous les traitements qui existent.
Donc, pour conclure, ce qu'il faut bien retenir, c'est quand même on n'a pas mis en évidence d'augmentation du risque d'issue de grossesse ou de complications néonatales, que ce soit comparé à la population générale ou comparé aux patientes exposées à des anti-TNF-alpha. Mais il y a quand même une nécessité de continuer la recherche sur le sujet, notamment déjà pour expliquer cette prévalence de naissances vivantes chez les grossesses exposées aux antigènes kinases et également pour inclure d'autres traitements pour l'instant non étudiés, comme je vous l'ai présenté juste avant. Cependant, voilà, toujours garder en tête que notre revue systématique méta-analyse a un niveau de preuve très faible et il y a quand même très peu d'études sur le sujet, comme vous l'avez vu. Et c'est donc important de poursuivre la recherche pour continuer à documenter cette sécurité d'usage en cours de grossesse. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Ophélie. C'était très clair, ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a une question dans le chat. On va prendre les questions maintenant parce que le deuxième exposé est assez différent. Est-ce qu'il est précisé, donc, pardon, c'est une question de Loris. Est-ce qu'il est précisé la ligne de traitement pour les patientes, notamment pour les inhibiteurs de JAK, qui sont un peu plus récents, pour savoir si les grossesses plus difficiles seraient pas liées à la sévérité de la maladie sous-jacente et au fait d'avoir eu besoin de plusieurs lignes de traitement pour contrôler la maladie? Est-ce que vous Alors, savez si c'est des traitements de première ligne ou pas? C'est ça la question. c'est pas des traitements de première ligne, c'est quand même des traitements qui arrivent pour les phases plus sévères, mais que ce soit, enfin, tous les traitements que nous on a inclus dans la méta-analyse sont des traitements pour les phases plus sévères. Mais on a essayé de recueillir si on avait des infos sur la sévérité de la maladie, ce genre de choses dans les études. C'est assez peu rapporté, donc on ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, oui, les anti-JAK sont pas du tout pris en première ligne, mais tous les autres traitements que nous on a inclus dans l'étude non plus. Voilà, c'est des traitements déjà avec des formes bien sévères. Quelles étaient, donc une question de Aliou, quelles étaient les IMID prévalentes chez les femmes traitées par anti-JAK? Est-ce que vous avez l'info sur la durée sous traitement? Les imides prévalentes, alors que ce soit sous les anti-JAK ou d'ailleurs sur toutes, c'était quand même majoritairement maladie de Crohn et rectocolite et psoriasis, qui étaient quand même les trois. Alors, je dirais pas à 100%, mais on n'était pas très loin. Et non, alors les infos sur la durée de sous-traitement, c'est bizarrement, on n'a pas les infos. On sait relativement s'il l'arrête pendant le premier trimestre ou s'il le garde toute la grossesse. Et c'est quand même très souvent, dès qu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, il y a quelques semaines avant que l'arrêt soit décidé, sauf pour les formes vraiment très très graves. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce sujet. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Et donc, on va passer la parole à l'orateur ou l'oratrice suivant. Merci en tout cas. Donc, c'est Devan Arjandrabose sur les essais de supériorité négatifs pouvant correspondre à une situation de non-infériorité. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, bonjour à tous, je vous présente le Pour l'instant, on travail voit pas débuté. Devan, on ne voit pas tes diapos pour l'instant. Faut que tu partages l'écran. Pardon. Est-ce que C'est vous bon, arrivez maintenant? c'est bon. Alors, bonjour à tous, je vous présente le travail débuté durant mon Master 2 sous l'encadrement d'Agnès, que je remercie d'ailleurs pour l'accompagnement durant ce projet, ainsi que tous les co-auteurs qui ont contribué à ce beau travail, qui a fait l'objet justement d'une publication dans le Journal of Clinical Epidemiology. Il s'agit d'un- d'une revue, d'une revue de la littérature sur des essais de supériorité négatifs publiés dans des revues à impact facteur élevé et correspondant en fait à des situations de non-infériorité. Alors, pour un point de contexte, un essai de non-infériorité en fait a pour but de montrer qu'un nouveau traitement n'est pas inférieur en termes d'efficacité au traitement de référence, le traitement expérimental présentant en fait des avantages par ailleurs, comme par exemple un mode d'administration plus pratique. Typiquement, c'est des comprimés par voie orale par rapport à une injection par voie sous-cutanée, un allègement thérapeutique comme une intervention moins lourde, moins de doses administrées, une meilleure tolérance, un moindre coût, ou encore une meilleure disponibilité. Dans cette situation bien précise, le fait de prouver la non-infériorité est considéré comme suffisant.
Or, dans la littérature, en fait, on trouve des exemples d'essais de supériorité qui comparent deux traitements actifs. Donc, d'un côté, un traitement expérimental allégé par rapport à un traitement de référence, et en fait aboutissent à un résultat négatif. Et les auteurs, en fait, dans la conclusion, soulignaient les avantages du nouveau traitement, malgré le fait, en fait, qu'ils ne montraient pas de différence significative. Et en fait, ces situations correspondent à un spin. Et je reviendrai plus tard sur en quoi consiste un spin. En fait, les essais aussi correspondaient à une situation de non-infériorité. Et la question, en fait, à laquelle on était amené à se poser, c'était de se dire pourquoi est-ce qu'un design de supériorité avait été choisi et est-ce qu'il y avait en fait des difficultés à mettre en place un schéma de non-infériorité qui aurait pu en fait orienter les auteurs, notamment les investigateurs, sur un choix de design. Et l'objectif de notre étude, en fait, premièrement, c'était d'évaluer la proportion des essais de supériorité qui comparaient deux interventions actives avec un résultat non significatif pour le critère de jugement principal et qui aurait pu, en fait, être planifié selon un schéma de non-infériorité. Et deuxièmement, chercher à explorer les caractéristiques associées à ces essais. Alors pour cela, on a réalisé une revue méthodologique en réalisant une recherche des études dans Medline via PubMed, d'essais contrôlés randomisés publiés en 2021 dans les 5 journaux avec l'impact factor le plus élevé de chaque spécialité médicale selon le Journal of Citation Report. On a réalisé une sélection des études, donc sélection manuelle par 2 personnes indépendantes, d'essais contrôlés randomisés qui comparaient 2 traitements actifs avec des résultats non significatifs pour le crétagement principal, en prenant soin bien sûr d'exclure les essais de phase précoce, les essais d'équivalence et de non-infériorité. L'extraction de données a été réalisée manuellement, indépendamment en double, avec 6 personnes impliquées tout au long du processus, en extrayant des données, des caractéristiques générales comme l'auteur, la date, le numéro d'enregistrement de l'essai, les données relatives au pays, à la pathologie concernée, les caractéristiques des interventions évaluées, aussi bien pour le bras expérimental que le bras contrôle, et aussi, par exemple, des éléments par rapport à la conclusion. Est-ce qu'il y avait la mise en avant des avantages du traitement expérimental, la recommandation de traitement expérimental ou encore la mention de l'efficacité comparable entre les deux bras. L'évaluation du risque de biais a été réalisée par 2 reviewers indépendants en utilisant la version révisée du Cochrane Risk of Bias Tool. L'évaluation du spin également par 2 reviewers indépendants en allant chercher aussi bien dans la conclusion de l'abstract, mais aussi la conclusion de texte intégral, les spins. Alors, qu'est-ce qu'un spin? Un spin, c'est un moyen d'induire en erreur les lecteurs en faussant l'interprétation de résultats. Et donc, on avait cherché les spins selon ces critères-là. Est-ce qu'on avait la recommandation du traitement expérimental malgré le résultat négatif pour le crétagement principal, ou est-ce qu'on avait la mise en avant des avantages du traitement expérimental, la mention de l'efficacité supérieure du traitement expérimental ou la mention de l'efficacité comparable du traitement, ou encore la mise en avant d'un résultat significatif pour le crétagement secondaire ou des analyses en sous-groupe. On a également réalisé une évaluation d'une situation de l'infériorité potentielle. Pour cela, il y avait 3 revues indépendants. La question était de savoir si le traitement expérimental présentait une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Je l'ai déjà dit. Donc, facilité d'administration, allègement thérapeutique, meilleur profil de tolérance, est-ce qu'on a un moindre coût, un gain de temps de ressources ou d'autres avantages. Concernant l'analyse statistique, elle a été réalisée via R. On a fait d'abord une analyse descriptive des données collectées et ensuite cherché à comparer en fait les caractéristiques des situations de l'infériorité versus le reste des études sans réalisation de tests statistiques parce qu'on avait un faible nombre de situations de l'infériorité identifiées. Alors voici un flowchart résumant en fait notre processus de sélection des études. On avait 2147 études identifiées et screenées sur full text, lesquelles on a exclu 1897. Sur les 242 restantes screenées sur full text, on a exclu 95 études, la plupart étant des études non publiées en 2021 en ligne ou des études versus placebo, ce qui nous a laissé 147 études qu'on a inclus en fait dans notre revue méthodologique. Alors, un bref descriptif des caractéristiques générales, on avait près de 3 quarts des essais qui étaient publiés dans une revue de spécialité. En près d'un cas sur deux, on avait l'implication d'un statisticien ou d'un épidémiologiste dans les affiliations de l'étude. Les principales spécialités concernées étaient l'anesthésie dans 15% des études, la réanimation et l'oncologie dans 13% des études, et environ 2 tiers des essais étaient des essais multicentrés. Alors, sur les 147 études incluses dans la revue, on avait 19 situations de non-infériorité identifiées, ce qui représente 12,9% des études. Et les principaux avantages du traitement expérimental rapportés étaient
un gain de temps et de ressources pour 10 études, un meilleur profil de sécurité, un coût moindre, encore une désescalade thérapeutique. Alors, par rapport aux caractéristiques méthodologiques, en comparant les situations de non-infériorité par rapport à des études, on voyait qu'on avait moins d'implication d'un épidémiologiste ou d'un statisticien parmi les situations de non-infériorité, 42% versus 58,8%. On avait aussi 2 fois moindre de patients randomisés en fait dans les études des études correspondant à des situations de non-infériorité. Concernant l'évaluation de risque de biais, on voyait qu'on avait plus d'études euh, avec un risque de biais élevé parmi les situations de non-infériorité et aussi plus d'études avec un risque some concerns parmi les situations de non-infériorité. Pendant les spins, dans la conclusion du texte intégral, on avait 57,9% des études qui présentaient un type de spin, au moins un type de spin par rapport à 18,8%. Le type de spin les plus retrouvés parmi les situations de non-infériorité était la recommandation basée sur les avantages du bras expérimental ou encore la recommandation basée sur l'efficacité comparable des bras, qui représentait 26,3%. Alors, quelques éléments de discussion. On a quand même une proportion non négligeable d'essais correspondant à une situation de non-infériorité potentielle, d'autant plus qu'on s'est focalisé uniquement sur des essais avec un résultat statistiquement négatif. Or, il est possible que l'on puisse trouver des situations de non-infériorité potentielle chez des études qui ont résultat statistiquement positif significatif pour le critère de jugement principal. Les essais correspondant à une situation de non-infériorité potentielle semblent avoir un effectif moins important, c'est ce qu'on a vu. On avait un nombre médian de patients randomisés 2 fois moindre parmi les situations de non-infériorité. Or, dans les essais de non-infériorité, bien sûr, le choix de la marge euh, joue un rôle évident, mais on retrouve plus généralement des effectifs plus grands dans les essais de non-infériorité par rapport aux essais de supériorité. On a aussi noté une qualité méthodologique moindre que l'on peut mettre en lien avec le fait qu'on avait un risque de biais, des études avec un risque de biais plus élevé parmi les situations de non-infériorité, et aussi une implication d'épidémiologistes ou de méthodologistes euh, moins fréquente parmi ces situations. On avait aussi plus de spin dans la conclusion des situations de non-infériorité potentielle. Et toutefois, on peut cependant remarquer le fait que si on avait justement pu chercher justement les spins ou du moins la présente situation de non-infériorité potentielle sur un échantillon d'essais avec des résultats statistiquement positifs pour le critère d'ajustement principal, on aurait peut-être pu trouver moins de spin, une fréquence de spin moins élevée que l'on peut, une fréquence de spin moins élevée chez des situations, parmi des études qui correspondent en fait à une situation de non-infériorité potentielle, qui aurait pu aussi servir de témoin ou du moins d'échantillon contrôle par rapport à notre fréquence trouvée dans notre échantillon d'essai avec un résultat statistiquement non significatif. Plus rapidement, on a une proportion non négligeable d'essais de supériorité négatifs qui auraient pu être planifiés selon un design de non-infériorité. Et ces situations de l'infériorité potentielle présentaient souvent un risque de biais élevé et des spins dans la conclusion, ce qui en fait amène un risque d'interprétation erronée des résultats. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était claire. Alors, il y a une question sur le chat et avant de la lire, j'en pose une. Moi, est-ce que vous avez regardé si les essais étaient à promotion industrielle ou académique? Est-ce que ça avait une influence sur la proportion d'essais qui auraient pu être planifiés en non-infériorité, qui ne l'avaient pas été? Oui, on avait regardé, il n'y avait pas forcément d'incidence en fait entre les essais. Il y avait un financement public ou privé. En fait, on avait catégorisé essais à financement public, financement privé ou public et privé, mais on voyait pas forcément de différence en fait en fonction du type de financement d'études. Donc, une question de Pierre Boel sur les hypothèses de calcul du nombre de sujets étaient-elles bien identifiées dans les situations de non-infériorité? Est-ce que les hypothèses étaient réalistes? La non-significativité était plutôt un problème de puissance atteinte, pas assez de patients randomisés par rapport à ce qui était prévu.
ou d'hypothèses non raisonnables? Alors, en fait, on avait aussi une partie où, je ne savais pas si j'avais le temps d'aborder ça. En fait, on avait aussi une partie où on réalisait une enquête auprès des auteurs. Pour les situations non inférentes identifiées, on est allé demander si, en fait, au moment de la planification des études, ils avaient envisagé la réalisation, par exemple, d'un schéma de non-infériorité. Et parmi les répondants, donc sur les 19, il y avait 14 corresponding auteurs qui nous avaient répondu. Et parmi les 14 répondants, il y avait trois études pour lesquelles, en fait, un design de non-infériorité avait été envisagé. Et parmi les D'accord, trois donc avec un répondants, nombre de sujets substantiellement plus important. Mais comme là, vous avez sélectionné des études non significatives, je pense que la question de Pierre-Yves Boel, elle porte sur euh, la non-significativité, pardon, est-elle en rapport avec un problème de puissance lié à un effectif inclus insuffisant par rapport à ce qui était planifié malgré tout dans un essai designé en supériorité? Ou est-ce que c'est parce que les hypothèses étaient complètement irréalistes pour le calcul de puissance et de nombre de sujets? bah, sur les études, en fait, il n'y avait pas forcément de problème de puissance. Je pense que c'est plus au niveau des hypothèses. Pour répondre à la question, c'est plus au niveau des hypothèses, plus qu'un problème de manque de puissance qu'on aurait Les détecté. effectifs inclus étaient ceux qui étaient planifiés en supériorité. C'est ça, exactement. Ok, voilà. Et donc c'est plutôt la deuxième effectivement réponse, c'est-à-dire c'est les hypothèses qui n'étaient pas raisonnables. Oui. Voilà. Et il y avait aussi, en fait, des études, enfin, du moins pour l'une d'entre elles, ça concernait une pathologie rare. Donc, en fait, il y avait peut-être dans ce cas-là, vu que c'était une pathologie rare, en fait, ils étaient partis sur un dilemme de supériorité parce qu'en fait, l'effectif, le sample size requis pour l'étude en question, en fait, était beaucoup trop important pour un schéma de non-infériorité. Donc, c'était pour ça qu'en fait, ils avaient dit, pendant la partie enquête, qu'ils étaient partis, enfin, au final, sur un design de supériorité au lieu de non-infériorité parce que le sample size était beaucoup trop important. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc merci beaucoup, Devan, et, et- et bravo pour cette présentation. Bravo à tous et toutes pour ce séminaire. Donc, comme vous l'avez vu dans le message, pour notre séminaire d'aujourd'hui, vous avez les dates des séminaires de 2025. Donc, je vous invite à les noter tout de suite sur vos calepins, mais globalement, c'est calé sur les mercredis, avec une plage horaire qui sera un petit peu étendue parce que nous aurons le plaisir d'accueillir deux équipes émergentes qui viendront présenter deux fois dans l'année. Donc, émergente de Charles Assad autour de l'inférence causale sur grande base de données observationnelles, et puis l'équipe émergente de Julien Kirchgessner autour de la prise en charge du parcours des patients, la prise en charge personnalisée des patients atteints de Mickey, et donc qui compléteront finalement les trois exposés d'équipes traditionnels à l'occasion de ces séminaires. Mais donc notez d'ores et déjà, ce sera 13h30, 15h30 sur quatre mercredis au cours de l'année 2025. Et nous arrivons au bout de ce séminaire qui sera donc disponible également pour ceux qui le souhaitent. Et vous qui y avez assisté, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez les premiers concernés, sur YouTube, sur le site YouTube de l'université, via notamment le site web de l'IPLESP. Voilà, à bientôt. Oui, j'ai envoyé les dates. Elles sont dans le mail qui vous invitait à participer à celui-ci.